je vais demander aux plus jeunes d'entre nous de faire l'appel. Monsieur Nour Atakaya, s'il vous plaît. Villemain Jean-Claude. Présent. Capon Nicole. Cabaret Jean-Claude. Lemaire Cédric. Bouadi Hassan. Oyona Echa. Caralier Daniel. Jajan Méral. Belmont Brahim. Fourier Cesbron Yvette. Lambre Fabienne. Abadiel Hassan. Assam Tim Mohamed. Montes Eric. Gomez Nascimento Luisa. Boukashba Karim. Douri Sophie. Akabli Adnen. Akabli Adnen. Pas de pouvoir. Il devrait arriver. En attendant, le pouvoir à monsieur Akabli. En attendant qu'il arrive. À monsieur Belmont, excusez-moi. Duin Maréline. Ndiaye Babakar. Fazal Loubina. Dem Abdoulaye. Barbette Marine. Lelon Florent. Moussaten Najat. Elle est là, elle est là. Elle est là. Ah non, non, c'est pas elle. Je continue. Elle va arriver. D'accord. Oui, oui. Savash Yeshim. Atakayanou, présent. Mehadi Afida. Boulaman Hicham. Maupin Isabelle. Frémine Max. Diaou Mbaye Maimouna. Rifi Saïdi Abdelaziz. Sokolonsky Daniel. Certain Michael. Duchâtel Sylvie. Fakini Gérald. Staminger Elisabeth. Natanson Serge. Merci monsieur Atakayam. Cette sonnerie qui est lancinante me fait penser que je souhaiterais que les uns et les autres vous mettiez vos téléphones en vibreur, s'il vous plaît, même dans l'assistance, et que vous évitiez de jouer pendant le conseil avec vos téléphones portables, afin de mieux suivre les débats et de voter quand il faut voter. Merci. Approbation des délibérations votées lors du conseil municipal du 14 avril 2014. Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Alors, information sur les décisions selon l'article L212222 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Budget principal et annexe, compte administratif 2013 pour le compte de gestion. Madame Méral Gingembre qui expose. Merci Monsieur le maire. Donc, pour procéder au vote du budget primitif 2014, il convient d'abord de clôturer l'exercice 2013 en votant le compte administratif d'une part et le compte de gestion d'autre part. Le compte administratif est celui de l'ordonnateur, donc celui du maire, qui l'exécute tel qu'il a été voté et prévu. Le compte de gestion est celui du gestionnaire, donc le trésor public, le gestionnaire de l'État, qui est le seul à gérer l'argent. Le rapprochement doit être juste au centime près. Pour le budget principal, en section de fonctionnement, on a un résultat positif. Il y a donc un excédent qui doit être affecté avant de voter le budget pour retrouver les 3 368 000 euros. Ensuite, il y a le budget de la justice, et c'est la dernière fois que nous allons le voter, puisque c'est une opération que nous sommes en train de clore pour équilibrer les dépenses et les recettes. Dans le tableau que nous avons à l'écran, en section d'investissement, nous voyons apparaître donc comme dépenses en 2013 19 215 000, en recettes 17 950 000 euros, ce qui donne un solde de 1 265 000 euros. Avec le report du résultat de 2012 qui est de 4 835 000 euros, ce qui donne un résultat de clôture d'investissement de 6 100 000 euros.
auxquels on ajoute les restes à réaliser, et ce qui nous amène donc aux besoins de financement de 1 060 000 euros. En section de fonctionnement, on a 41 500 000 euros de dépenses en 2013, et en recettes, on a 44 295 000 euros. Ce qui donne un solde de 2 793 000 euros. Et le résultat de 2012 qui est de 575, ce qui donne un résultat de clôture de fonctionnement de 3 368 000. Pour le budget, la justice qui en fait représente le budget des lotissements qui se trouvent entre les pompiers et l'hôpital. On a c'est un jeu d'écriture comptable qui permet d'équilibrer donc les dépenses et les recettes pour arriver à zéro. Voilà. Merci Madame Gingembre. Donc, y a-t-il des questions? Monsieur Boulaman. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Alors, vous soumettez au vote aujourd'hui le compte administratif et le compte de gestion. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Madame Gingembre a rappelé les aspects du résultat de clôture de fonctionnement positif de 3 368 959 et 30 centimes d'euros. Un résultat pour la clôture, en tout cas le résultat de clôture pour la section d'investissement en déficit de 1 060 525 084 euros. Mais ce n'est pas tant sur ces chiffres qui sont présentés dans le tableau sur lequel je souhaite en tout cas avoir quelques éclaircissements et en parallèle à alerter l'ensemble du Conseil. C'est sur d'autres éléments qui n'apparaissent pas au niveau de ces chiffres, mais qui sont bien sûr présents dans le compte administratif et qui, moi en tout cas, à mon niveau, m'alertent. Lors du débat d'orientation budgétaire, monsieur le maire, je vous avais posé une question sur l'encours des lignes de crédit de trésorerie restant au 31 décembre 2013. Alors, à l'époque, je n'avais pas obtenu de réponse, mais l'avantage d'un compte administratif, c'est que c'est des éléments obligatoires à communiquer. Et donc, au niveau du compte administratif, on a un encours restant dû au 31/12/2013, donc qu'on hérite pour l'année 2014, de 5 500 000 euros. Quand on compare ce montant de ligne de trésorerie au regard des bilans affichés sur la section de fonctionnement et d'investissement, on voit que c'est pas du tout anodin. Les montants sont très très importants. Je le répète, 5 500 000 euros au 31/12/2013. Alors ce qu'il faut ajouter à ces 5 500 000 euros, c'est que on a lors du dernier conseil municipal, monsieur le maire, celui en date du 10 mars, dernier conseil municipal de la précédente mandature, vous m'avez compris, vous aviez fait part dans le cadre des décisions d'une nouvelle ligne de crédit de trésorerie de 3 millions d'euros. Donc ces 3 millions d'euros viennent s'ajouter aux 5 500 000 euros, ce qui fait 8 500 000 euros. Et comme le dit le proverbe, j'en mets deux, sont trois. On apprend aujourd'hui, dans le cadre de ce conseil municipal, une nouvelle ligne de trésorerie dans le compte-rendu des décisions de 2 500 000 euros. Ça fait au total, si je ne me trompe pas, aujourd'hui à date, sauf si vous m'indiquez qu'il y a eu des remboursements faits entre-temps, 11 millions d'euros de lignes de crédit de trésorerie à date. Alors, je veux bien, mais comprenez qu'à mon niveau, à notre niveau, en tout cas au niveau de notre groupe, en tant que conseiller municipal, on se pose quand même des questions et on a besoin d'éclaircissements. D'autant que généralement, le libellé rattaché à ces lignes de trésorerie, il est indiqué, on parle en tout cas de besoins ponctuels de trésorerie. La sémantique est importante parce que quand on dit besoins ponctuels de trésorerie, on a quand même des lignes de crédit qui vivent quasiment plus d'une année. Donc on n'est plus dans des logiques de besoins ponctuels. Il y a un proverbe qui dit il n'y a que le provisoire qui dure. Là, on pourrait dire il n'y a que le ponctuel qui dure. C'est un vrai problème. Donc moi, je me suis amusé en plus à faire un petit exercice rétroprospective et si on regarde en 2008, je parle en encours de restant dû. Donc il peut y avoir des lignes de crédit, de trésorerie faites dans l'année. Si elles sont remboursées dans l'année, on est bien dans des besoins ponctuels. Donc je vais juste donner les bilans
de fin d'exercice. L'encours restant dû en 2008, 0 million. Tout va bien, 0 million, 0 euros. Excusez-moi, c'est parce qu'on a tellement l'habitude de les voir à ces montants. En 2009, globalement, on rembourse l'ensemble des lignes de crédit très bien. En 2010, parfait. En 2011, c'est la première année où on hérite en fin d'exercice un encours de ligne de crédit de 1 500 000 euros. Ça reste raisonnable. Voilà. En 2012, on hérite en fin d'exercice un encours de 2 400 000, le double quasiment. En 2013, on passe donc de 2012 de 2 400 000 en 2013 à 5 500 000. Et on est aujourd'hui, en encours à date, à quasiment 11 millions. Alors quand on va creuser un peu dans le code des collectivités, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le maire, et je vais lire texto ce qui y a indiqué, puisqu'il n'y a rien d'illégal dans des logiques de ligne de trésorerie. Là, ce qui est inquiétant, c'est le montant et le fait qu'ils ne sont pas ponctuels. Et c'est indiqué les crédits procurés. Alors, je cite de manière textuelle, les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Là, je suis désolé, au regard des montants, au regard des encours restants en fin d'année, on n'est plus dans ces logiques-là. On a fini l'année à 5 500 000 et on a déjà repris sur cette année 5 500 000. Encore une fois, on est à 11 millions à date. Donc moi, je veux bien, on parle de compte administratif, on voit les chiffres déclarés. L'intérêt des lignes de crédit, c'est que ça n'apparaît pas dans le cadre du budget. Donc moi, j'ai quand même l'impression, monsieur le maire, qu'il y a quelque chose. En tout cas, si vous avez des éléments pour nous rassurer, moi, je suis preneur. J'en avais parlé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais parce qu'en parallèle de ça, on a des logiques de fonds de roulement qui sont négatifs par habitant. Donc ma question, en tout cas, sur ce premier sujet, monsieur le maire, qui est importante en tout cas pour nous au regard de la décision qu'on peut prendre pour le compte administratif, c'est comment on peut expliquer cette utilisation importante et croissante des lignes de crédit de trésorerie, et surtout comment on peut expliquer leur durée, parce qu'on n'est pas dans des logiques ponctuelles. Alors ça, c'était le premier point sur les comptes administratifs. En tout cas, c'était ma première question. Ma deuxième question concerne un peu le compte de gestion, comme l'adjointe aux finances l'a rappelé. On est amené ce soir à s'exprimer sur le compte administratif, mais également sur le compte de gestion. Le problème, monsieur le maire, c'est que, bon, elle avait rappelé, le compte de gestion, il doit nous permettre à un moment d'avoir un regard externe, nous permettre de croiser l'information, être sûr que ce regard externe porte les mêmes chiffres que le compte administratif. Le problème, c'est que vous nous demandez aujourd'hui de voter sur un compte de gestion qui est pas complet, monsieur le maire. Vous nous donnez un compte de gestion de la page 21 à la page 27. Je veux bien, mais comment on fait pour voter réellement de manière sérieuse sur le compte des gestions où on a 7 ou 8 pages sur la totalité. Alors c'est des documents qui nous sont fournis en PDF, on aurait pu espérer l'avoir. Donc je pense en plus que c'est une pièce, j'ai même pas que je pense, c'est une pièce obligatoire dans le cadre de la présentation du compte administratif. Donc notre groupe, en tout cas, ça pose problème. Ça pose d'autant problème que, au regard des éléments que je décrivais précédemment, il y a quand même des éléments sur lesquels on a besoin d'être rassuré. Donc, si vous pouviez me répondre sur ces deux points, je vous en remercie, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Non? Écoutez, monsieur Boulaman, je pense vous connaître relativement bien. Répondez juste à mes questions, monsieur le maire. On n'a rien dit sur les premiers conseils. Je vous propose juste de répondre à mes questions. Et commencez déjà par pas m'interrompre. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas répondu. Je ne vous ai pas répondu. Je vous ai pas interrompu. Vous me laissez. Je vous ai vouvoyé, il n'y a pas de familiarité. Je vous dis simplement que je commence à vous connaître, monsieur Boulaman, et c'est sans ironie de ma part, et j'avais demandé au service de préparer les éléments. J'ai pas besoin d'appréciation non plus, monsieur Boulaman. Voilà. Alors,
c'est facile d'additionner. Vous auriez pu remonter aussi l'encours de la dette un peu plus tôt, et un peu plus en avant dans les dates, et additionner et arriver peut-être à 15 millions. Sauf que si vous voulez, vous devez, puisque vous nous avez fait une belle démonstration, vous devez savoir qu'un encours de ligne de trésorerie se rembourse aussi au fur et à mesure qu'il y a des rentrées. Sauf que chez vous, n'apparaissent pas les soustractions. Non, n'apparaissent pas les soustractions. Au 23 avril, l'encours utilisé était de 6,5 millions. Voilà. Et non pas de 11 millions comme vous l'avez dit. Il me semble bien que dans l'ancien mandat, vous aviez voté une autorisation de crédit à hauteur de 10 millions. Et je reste dans cet encours. Je reste dans cet encours autorisé. Et donc il y a même pas une semaine, hein, il y a 5 jours, voilà, avant le week-end, nous étions à 6,5 millions. Voilà pour la première réponse relativement synthétique à votre question. Il faut rajouter que nous avons aussi des lignes de crédit en cours, qui sont la vente de terrain sur la ZAED de Cressin-Maximin pour 1 million, qui vont venir alimenter notre trésorerie, et nous sommes en attente de subventions versées par le Conseil général, le Conseil régional et l'ANRU, à hauteur de 4,5 millions. Et donc vous voyez que si on fait 4,5 millions plus 1 million, on est à 5,5 millions, donc il ne nous restera qu'1 million d'encours, si je pars sur la base de, bien sûr, l'encours de 6,5 millions du 23 avril. J'avais expliqué lors du mandat précédent, et donc pour nos collègues, je peux reprendre l'explication, et c'est pour ça que ça m'étonne que vous posiez la question, c'est que nous avons depuis maintenant un certain nombre d'années, et tout le monde est au courant de la situation des financements publics, nous avons des retards dans les allocations qu'on nous verse, aussi bien en dotation de l'État que en subvention des différentes structures locales, que sont le Conseil général ou le Conseil régional, et surtout de l'ANRU. Comme nous avons des dépenses à une hauteur très importante pour financer les travaux que nous avons sur le quartier Rouer, nous avons un décalage énorme entre les versements des subventions en rue, et je dis que ça m'étonne que vous posiez cette question, puisque j'avais déjà donné ces explications, et que il n'y a pas très longtemps, vous étiez conseiller municipal délégué à l'ANRU, et que vous deviez connaître ces difficultés à faire rentrer l'argent de l'ANRU, qui est financé par ce qu'on appelle improprement le 1% logement, qui doit se réduire maintenant à 0 quelque chose. Et donc, nous attendons des subventions de l'ANRU pour alimenter en crédit notre trésorerie. Voilà. Le compte de gestion. Le document qui vous a été donné, c'est le document que nous a donné, intégralement, le document que nous a donné le receveur municipal. Et vous voyez qu'il est en tête de la trésorerie donc municipale. Je ne vais pas vous confier un autre document que celui qui nous est confié par le receveur municipal. Et si vous aviez été en commission des finances avec le deuxième membre de votre groupe, vous auriez eu cette explication que j'ai donnée en commission des finances. Voilà pour les questions que vous m'avez posées. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Boulaman. Alors, monsieur le maire, vous croyez tellement bien me connaître qu'en fait vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que je dis. Puisque sur le premier élément où vous expliquez qu'au 23 avril, il reste 6 500 000 crédits de ligne de trésorerie en cours, j'avais bien pris le soin, quand j'indiquais les 11 millions, je disais sous réserve de paiement depuis cette date. Donc vous apportez l'élément, très bien, il reste quand même 5 500 000. Ça c'était sur... 6 500 000. 6 500 000, non, il reste, vous avez remboursé 6 millions, il reste 6 500 000, c'est ça, excusez-moi. 1 million, c'est important. Vous parlez d'une vente de terrain, vous parlez de budget en attente côté de la région et du département. Donnez-nous des éléments, j'aimerais bien savoir cette vente de terrain, est-ce qu'elle va se faire? Elle est faite. Elle est faite, d'accord. Et les dates sur les budgets, en tout cas, qu'on attend de la région et du département. Parce que si on attend de la région, du département et de l'ANRU,
Globalement, on est même très bien. Oui, mais je vous fais pas dire. Mais j'attends de le Je voir. vous le fais pas dire. Ah ben oui, mais pour l'instant, j'attends de le voir. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est 6 500 000. C'est ce que je vois. Sur les comptes des gestions, monsieur le maire, comment on reçoit un document qui démarre à la page 21 ? D'accord, bon écoutez, très bien. Je prends acte, Sur l'aspect des commissions de finances, vous savez, c'est pareil, monsieur le maire, je pourrais vous paraphraser et vous dire que je vous connais par cœur puisque je l'attendais au tournant. Ayez juste l'honnêteté, monsieur le maire, quand vous parlez de ces choses-là, et rentrez pas dans ce jeu-là, vous savez très bien que personne n'est propre, mais ayez au moins l'honnêteté de dire que vous nous avez tenus informés de l'organisation de cette commission des finances le lundi soir en conseil municipal pour le mercredi soir. Donc moi je veux bien comprendre que de votre côté vous gériez votre agenda au jour le jour. Comprenez que ce n'est pas le cas de tout le monde, monsieur le maire. Je pouvais pas informer, je ne pouvais pas vous informer de la date dans la mesure où les commissions n'étaient pas formées au moment des décisions. Et ce qui est somme toute symptomatique, c'est que tous les autres membres étaient présents. Voilà. Tous les autres groupes étaient présents. Voilà. Voilà. Bien. Alors, concernant, si vous voulez, les sommes que je vous ai données, la vente est faite, elle est signée. C'est le terrain qui se trouve derrière NG Form, le dernier terrain qui appartenait à la ville de Creil, et nous l'avons vendu à la société Eiffage afin qu'elle en fasse les VRD et qu'elle le commercialise. Concernant les subventions, j'ai bien pris soin de parler que des subventions notifiées, c'est-à-dire celles qui sont passées pour le Conseil général, par exemple, en commission permanente. Donc ce n'est pas des autorisations de programme, c'est des crédits de paiement qui ont été votés en commission permanente, donc on attend le versement. Je ne vous ai pas parlé de l'ensemble des subventions qui nous sont notifiées par la région ou par le département, mais qui ne sont pas encore passées dans les commissions permanentes. Et j'allais dire, la somme est encore plus rondelette que celle que je vous ai donnée. Concernant l'ANRU, il y a un véritable décalage, et c'est un véritable drame financier, parce que les communes, principalement les communes qui sont en ANRU, ont justement des budgets qui sont tendus. Et l'ANRU, attend les financements du 1%, majoritairement du 1% logement, et attend des versements de l'État sur les prélèvements que l'État fait sur les offices d'HLM, mais ça date maintenant de 3 ou 4 ans, pour pas dire 5 ans, prélèvements qui avaient été mis en place sous le précédent quinquennat. Voilà. Et donc les budgets des offices sont bouclés maintenant, et donc il va y avoir les prélèvements, il va y avoir une entrée d'argent dans les caisses de l'ANRU qui va, nous l'espérons, nous en débloquer une bonne partie pour qu'on puisse alimenter notre trésorerie. Voilà. En plus, j'allais dire, il y a aussi les versements de l'État qui viennent alimenter notre trésorerie, puisque c'est l'État qui encaisse les impôts locaux, mais ces versements se font, je ne veux pas dire à l'euro près des besoins de chaque commune. Avant c'était un peu plus large, là maintenant c'est vraiment, pas dire au jour le jour, mais à l'euro près. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Normalement c'est pas... Oui. Dans ces cas-là, puisque tous les voyants vont passer au vert, si je peux me permettre l'expression, est-ce qu'on peut être tenu informé de manière progressive, voire à chaque conseil municipal, de l'endette, en tout cas de l'encours de la dette, de l'encours des lignes de trésorerie? Oui. On peut le faire. Bien. Y a-t-il des oppositions sur le compte administratif? Oui. Ok. 6. Y a-t-il des abstentions? 5. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur le compte de gestion
Ah non, c'est moi qui devais sortir. Excusez-moi, je dois sortir. Vous recommencez. Monsieur Natanson, vous venez me pallier mon absence. Excusez-moi. Il faut recommencer le vote. Le compte administratif et le compte de gestion. Alors, sur le compte administratif, y a-t-il des abstentions? Ou des contre, excusez-moi. Non, allez-y, des contre. 6. Des abstentions. Merci. Maintenant, sur le compte de gestion. Contre. Abstention. Comme d'habitude. Merci. Le compte est adopté. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez rentrer. Délibération numéro 2, affectation des résultats 2013, Madame Gingeon. Oui, merci. Alors, je commencerai par une petite explication théorique concernant l'instruction M14 qui prévoit les résultats d'un exercice qui sont, donc, ces résultats sont affectés après leur constatation et qui a lieu donc lors du vote du compte administratif. Ces résultats sont affectés, donc l'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité donc le besoin de financement de la section d'investissement, compte tenu des restes à réaliser. Quant au solde disponible, il peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement. La section d'investissement reste à réaliser compris présente un besoin de financement de 1 060 000 euros. J'arrondis. En 2013, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement s'élève à 3 368 000 euros. Il est proposé donc d'affecter les 1 368 000 euros au compte 1068 et de reporter le solde en recettes de fonctionnement, soit 2 millions. Merci Madame l'agent. Y a-t-il des questions? Des oppositions? 6. Des abstentions? 5. Je vous remercie. La délibération 2 est adoptée. Délibération numéro 3, taux d'imposition directe 2014, Madame Gingeon. Il vous est proposé par cette délibération de voter les 3 taxes locales relevant de la compétence de la commune, entre autres donc la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti, respectivement avec les taux de 19,88%, 21,75% et 85,02% qui sont des taux stables, maintenus. À savoir que la loi de finances fait évoluer les bases fiscales de 0,9%. Et le reste, c'est parce qu'il y a eu des programmes de réhabilitation ou de construction qui nous ont été livrés par rapport à l'assiette qui augmente, puisque les taux sont maintenus et les produits attendus seraient donc pour la taxe d'habitation de 5 123 000 euros, pour la taxe sur le foncier bâti 5 569 000 euros et pour la taxe sur le foncier non bâti 86 000 euros. Je vous remercie. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Natanson. Voilà, j'ai bien noté que les taux ne bougeaient pas et que les ménages allaient bénéficier du même taux d'imposition. Néanmoins, j'insiste sur le fait que l'assiette allant augmenter de 0,09%, la note d'impôt que les contribuables vont payer va quand même être majorée. Simplement, je voulais vous faire état de cette chose.
Mais l'inflation était plus élevée. J'en suis pas certain. Et si, ah bah, vous savez, le ministère des Finances, c'est pas de cadeau. Bien, y a-t-il des oppositions? Ah, monsieur Sartin? Oui, bien sûr. Oui, pour rebondir sur ce que dit mon collègue Serge, simplement, encore une fois, on essaye de maintenir à Creil quand même un niveau de vie, je dirais, décent pour l'ensemble de la population. Ils sont tous, quasiment tous impactés par les taxes d'habitation, la taxe d'habitation notamment. Et la remarque qui a été faite par Serge concernant l'augmentation de l'assiette, est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus adéquat vu la crise que connaît notre pays et vu la crise que peut connaître certains de nos habitants, de réduire justement les taux d'imposition en tenant compte de l'augmentation de l'assiette, c'est-à-dire d'annuler cette augmentation de 0,9% et de faire en sorte de répartir cette augmentation en diminuant les taux d'imposition afin de garantir pour la ville d'une part des revenus constants, en essayant en tout cas de maintenir des revenus constants pour la ville, mais au moins en essayant de préserver le pouvoir d'achat des habitants et de faire en sorte que lorsqu'on leur dit depuis des années que le taux n'augmente pas, mais que tous les ans sur les colonnes parc communal, on voit quand même un plus quelque chose, même si c'est petit, mais des plus quelque chose pendant des années, ça fait beaucoup à la fin, et c'est pour ça que l'on souhaitait vous proposer de modifier ces taux et de les réduire en tenant compte d'une part d'un revenu constant pour la commune, afin de garantir évidemment son budget, et d'une autre part essayer de préserver nos habitants de cette crise et de rendre nulle la variation sur la part communale de la taxe d'habitation. Oui, mais monsieur, ce que vous ne tenez pas compte dans votre raisonnement, c'est le fait que les services augmentent aussi à Creil. Alors, non pas leur prix, qui augmente aussi, mais le nombre de services. Je vais prendre qu'un seul exemple. Nous allons ouvrir à la rentrée scolaire, on nous demande d'ouvrir à la rentrée scolaire 3 classes supplémentaires, alors qu'on va en fermer qu'une seule. Ces 3 classes, il faut bien les ouvrir. C'est qu'il y a plus d'élèves, donc plus de fournitures scolaires, plus d'ATSEM pour s'occuper de la classe de maternelle, plus de femmes de ménage pour les mètres carrés, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, et je pourrais prendre d'autres exemples, dans la vie municipale. Et donc, ces services supplémentaires font que ce 0,9%, en plus de l'inflation, vient aussi apporter. Mais on pourrait, si on vous écoutait, dire qu'on a, je ne sais plus, je vais citer un chiffre à titre d'exemple, ne restons pas braqués sur ce chiffre, on nous a livré fin 2013, je sais pas, 250 logements. Si on suivait votre raisonnement, ça fait 250 taxes d'habitation et taxes foncières qui rentrent en plus et qu'il faudrait diminuer d'autant le taux d'imposition pour qu'on soit toujours à revenu constant. Ce qui voudrait dire que, à la limite, à terme, ces logements qu'on nous livre, il faut bien avoir des services publics qui les accueillent, qui accueillent leurs occupants. Et donc, c'est là où je dis que les services publics, la demande en services publics augmente tous les jours. Tous les jours, elle augmente. Non pas simplement de l'inflation, mais des besoins des Creillois. Et donc, il faut bien aussi que notre budget, j'allais dire, on le limite au maximum. On fait des efforts pour le limiter en termes d'économie d'énergie, de prendre des énergies renouvelables, en termes d'isolation, en termes de véhicules électriques et autres. On essaye de limiter, on regarde au niveau de la masse salariale à pas trop déraper, et avec les TAP, vous verrez que dans le budget, elle dérape un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. Mais c'est pour faire face aux besoins de la population. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Opposition? Ah. 5 contre. Abstention. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Délibération numéro 4, budget principal, Madame Gingean, pour la présentation. Alors, le compte administratif étant adopté, le budget primitif intégrera les résultats antérieurs, l'affectation du résultat et les restes à réaliser de 2013. Il est présenté en comparaison avec le budget primitif de 2013, de l'année 2013.
Le budget primitif 2014, quant à lui, est établi avec une connaissance quasi complète des dotations de l'État, les bases fiscales prévisionnelles, les dotations de compensation, la dotation globale de fonctionnement pour sa part forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation nous ont été communiqués. Ces montants ont été repris dans les prévisions de recettes. Nous attendons la notification du fonds de péréquation intercommunale et communale. La prévision a été faite en tenant compte des éléments relevant de la loi de finances. Le produit fiscal attendu progresse de 3,28% par rapport au budget 2013, notamment grâce à la dynamique des bases. À noter que l'évolution des bases a été fixée, comme nous l'avons vu, à 0,9% par la loi de finances en 2014, pour 2014. Le produit attendu s'élève à 10,8 millions, auquel s'ajoute le produit fiscal reversé par la CAC à hauteur de 5,7 millions d'euros. Les dotations de l'État, donc DGF, part forfaitaire, DSU, dotation nationale de péréquation, se maintiennent à près de 17,5 millions d'euros. La tarification des prestations aux familles n'a pas été augmentée. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent par rapport à 2013. Elles s'élèvent à 42 100 000 euros. Ces crédits augmentent par rapport à 2013 en raison du fonctionnement de la piscine en année pleine, la mise en place des temps d'activité périscolaire, la mise en œuvre de la réforme des agents de catégorie C, l'augmentation de certaines cotisations sur les rémunérations, le recrutement d'agents sur le dispositif des contrats d'avenir et la titularisation d'agents jusqu'alors sur un statut précaire. Ces dépenses nouvelles sont compensées par des recettes nouvelles. La participation financière de l'État sur les emplois d'avenir, donc avec environ 1 500 euros par agent et par mois. Le fonds d'amorçage pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires où on a 90 euros par enfant scolarisé qui est porté à 95 pour la rentrée prochaine. Donc ce budget permet d'assurer un niveau de service à la population dans les domaines suivants. Dans les services généraux administratifs publics locaux, on a 16,6 millions d'euros. Pour l'enseignement et la formation, on a 5,9 millions d'euros. Pour la culture, on a 4,5 millions d'euros. Pour l'aménagement et services urbains et l'environnement, on a 4,1 millions d'euros. Pour les sports et la jeunesse, on a 4 millions d'euros. Pour la famille, 2,4 millions d'euros. Pour les interventions sociales et santé, on a 2,2 millions d'euros. Pour la sécurité et la salubrité, 800 000 euros. L'action économique, on a 300 000 euros. Le logement, on a 60 000 euros. Ce qui fait un total de 40 millions d'euros. 800 000. La subvention au CCAS est maintenue à hauteur de 1 635 000 euros. La subvention au GIP est maintenue à 85 000. Le GIP, c'est le groupement d'intérêt public avec les correspondants de nuit. L'autofinancement dégagé au profit de la section d'investissement s'élève à 2 484 000 euros. C'est le niveau nécessaire à la couverture de l'amortissement de la dette. Ainsi, toutes les recettes propres d'investissement seront mobilisées sur les dépenses d'équipement. La consigne d'un encours de dette contenu aux alentours de 20 millions d'euros sera respectée. Les opérations d'équipement nouvelles s'élèvent à près de 20 millions d'euros. Les restes à réaliser de 2013 s'élèvent à plus de 8 millions d'euros. Ce niveau d'inscription budgétaire est permis notamment grâce à un soutien financier important apporté par l'ANRU, la région et le département sur les programmes de renouvellement urbain, Rouer et Gournay. Notons la répartition des programmes d'investissement avec le PRU Rouer où on a 11,1 millions d'euros. Pour les travaux sur le patrimoine communal, 5,4 millions d'euros. Pour la politique foncière, 3,4 millions d'euros. Pour tout ce qui est voirie et réseau, 1,9 millions d'euros. Pour les moyens techniques des services, on a 1,4 millions d'euros. Pour les établissements scolaires et enfance, 1,5 millions d'euros. Pour le PRU Gournay, 1,5 millions d'euros. Et pour les espaces verts, 1,8 millions d'euros, ce qui fait un total de 28 millions d'euros pour le budget 2014, report compris. Voilà. Merci Madame Gingeon. Des questions?
ou des observations? Monsieur Certain, Madame Mbaye. Monsieur Certain. Oui, simplement, en fait, j'aimerais avoir encore une fois une explication sur l'augmentation des 11% des frais de personnel qui augmentent de près de 3 millions d'euros. J'ai pas bien compris dans l'explication de Mme Jajan où et comment s'expliquaient ces 3 millions d'euros d'augmentation de frais de personnel. Ok, Madame Mbaye. Donc, bonsoir. Changer tout pour que rien ne change pourrait être votre devise, monsieur le maire. Lorsque l'on se plonge dans votre budget, ce qui attire notre attention, c'est l'absence de vision politique. Il n'y a aucune ligne politique forte dans ce budget. Vous continuez à avoir cette vision court-termiste et vous êtes dans de la gestion quotidienne. Contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, Creil dispose des mêmes ressources que les villes dites plus riches. Les dotations d'État sont même en légère hausse et permettent d'augmenter quelques budgets à la marge, tels que le CCAS, les sports, la culture, en ce qui concerne la partie médiathèque et les arts plastiques. Mais rien pour la faïencerie. La future scène nationale semble pour le coup bien enterrée. Le budget que vous nous présentez ressemble à celui de l'année précédente. Pour reprendre les métaphores culinaires que vous affectionnez tant, le gâteau est composé des mêmes ingrédients. Nous n'attendions pas de votre part une goutte de fleur d'oranger, mais au moins une pincée de levure. Non, vous persistez. Un gâteau fade, sans saveur et sans volume. Ce budget ne laisse apparaître aucune action d'envergure en matière de développement économique ou d'aménagement urbain pour potentialiser le projet Gare Cœur d'Aglo. Concernant l'écoport, c'est encore pire. Aucun financement spécifique, juste des études. Pensez-vous que le TGV va passer dans notre ville avec des emplois plein les wagons? Mon intervention sera courte. Ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux que notre ville doit affronter. Il ne préfigure pas les deux projets que sont Gare Cœur d'Aglo et l'écoport, comme si vous aviez déjà abandonné le second et que vous n'arriviez pas à assumer le premier. Vous parlez dans Oisebdo du 23 avril d'emploi des jeunes pour justifier l'embauche d'une troisième personne à votre cabinet. Je ne vois aucun élément dans ce budget en faveur de l'emploi des jeunes. Monsieur le maire, il est nécessaire de mettre de véritables moyens pour redynamiser le commerce dans le quartier de la gare et en centre-ville et créer une cellule économique chargée de veiller à l'emploi des jeunes. Y a-t-il d'autres? Ah, monsieur Bouadi. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, donc ce soir, on nous demande, en ces débuts de mandat, de voter le budget primitif 2014. Tout d'abord, moi, de mon côté, je voulais saluer et remercier les différents services municipaux pour ce travail, en particulier le service finance, pour l'élaboration des différents documents qui permettent à l'ensemble des élus d'être informés de la situation des finances locales. Donc, lors du dernier débat d'orientation budgétaire, nous avions déjà pu exprimer notre vision des finances de notre commune. J'en profite à cette occasion pour saluer le travail de nos collègues qui ne se sont pas représentés. Et donc, au nom du groupe socialiste et républicain, je tenais à redire que nous sommes fiers d'appartenir à une équipe qui investit pour offrir au plus grand nombre des équipements modernes. On en a eu l'illustration lors du dernier mandat. Des services publics de qualité. Nous sommes également fiers de constater le désendettement de notre ville avec moins de 20 millions d'euros sur le dernier mandat. Nous sommes également fiers des services qui, malgré le gel des dépenses de fonctionnement, remplissent leur mission avec toujours autant d'efficacité. Nous sommes également très fiers du maintien de l'accompagnement financier aux associations. Malgré la crise, nous continuons justement de soutenir les associations qui sont la richesse, une grande richesse de notre ville. Et nous sommes également très fiers des emplois qui ont été créés ou maintenus grâce à nos décisions d'investissement. Je ne reviens pas sur le nombre d'emplois d'avenir qui ont été créés ainsi que de tous les jeunes qui ont pu être embauchés lors du dernier mandat. Et donc, nous voterons évidemment ce budget proposé. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Bouadi. S'il n'y a pas d'autres observations, concernant la masse salariale, les explications, ce sont les nouveaux services que nous avons mis en place. D'une part la piscine, d'autre part les TAP, où, bien sûr, dans la masse salariale, n'apparaissent que les dépenses. N'apparaissent pas, c'est pas le solde qui apparaît, c'est les dépenses globales. Pour avoir une vision beaucoup plus rigoureuse, il faudrait qu'apparaisse
la masse nette, et non pas brute. Bon. Mais c'est la comptabilité publique. Donc les TAP et la création de quelques emplois dans les services municipaux. Il y a aussi, je voulais parler, de la réforme de la catégorie C que nous sommes impactés en année pleine. Et la catégorie C, c'est la catégorie la plus défavorisée de la fonction publique territoriale, et c'est elle qui a vu sa situation revalorisée de pas grand-chose par agent public. Mais au niveau de la ville de Creil, où nous avons une très grande majorité d'emplois C, ça fait quand même une somme, là encore, légèrement rondelette. Nous avons aussi, et Mme Gingent l'a dit, nous avons aussi voulu saisir l'occasion des TAP, du changement de rythme scolaire, pour lutter contre l'emploi précaire qui existe dans toutes les collectivités territoriales, puisque nous avons des gens qui travaillent que quelques heures par semaine. Et donc nous avons profité des TAP pour donner à ces personnes-là 1h30 de plus par jour, qui est venu, j'allais dire, gonfler leur pécule heure. Et ce faisant, nous pouvions les titulariser pour éviter qu'elles continuent à être contractuelles. Et en les titularisant à temps partiel, nous leur assurons quand même une sécurité de l'emploi qu'elles n'avaient pas auparavant. Même chose pour les ATSEM qu'on a mis sur complètement dédiés à l'éducation des enfants en complémentarité avec les professeurs des écoles maternelles, et c'était leur souhait, pour ne pas dire leur revendication depuis des années. Nous avons saisi cette occasion pour justement faire en sorte de satisfaire leurs souhaits ou leurs revendications qui étaient légitimes. Mais faisant cela, on se découvrait au niveau des heures de ménage et il a fallu embaucher quelques dames pour faire le ménage, et donc ça a fait quelques emplois supplémentaires. Concernant l'intervention de Madame Mbaye, j'ai trouvé que votre critique était quand même relativement dure, ou alors vous n'avez pas bien compris la démarche budgétaire que je propose, et surtout, il me semble que l'an dernier, vous aviez voté le budget que vous critiquez cette année. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose, une légère incohérence, ou alors une légère amnésie de votre part. Vous dites qu'on a oublié ou j'ai abandonné le projet Écoport. Est-ce que vous pensez que j'allais oublier l'Écoport alors qu'aujourd'hui, dans l'ordre du jour, je vous propose l'étude d'impact, la mise à disposition du public de l'étude d'impact? Écoutez, vous savez très bien qu'un projet d'urbanisme, dans un projet d'urbanisme, le temps des urbanistes, le temps des études, n'est pas le temps des élus. Un mandat, ça dure 6 ans. Pour arriver à lancer une étude, même sur un petit 6 hectares de notre territoire, c'est 5-6 ans d'études, de démarches, et on n'a pas fini, puisqu'on va faire une ZAC. Donc il y aura la démarche ZAC. Et une fois qu'on aura fait la démarche ZAC, il faudra choisir l'aménageur. Et l'aménageur, il va être choisi sous forme de dialogue compétitif. Et le dialogue compétitif, ça suppose au moins 6 mois de démarche. Donc, pendant tout ce temps-là, je ne vais pas immobiliser de l'argent en investissement pour les beaux yeux de la princesse. Alors, je ne vous vise pas du tout, hein, Madame Mbaye. Pour les beaux yeux de la princesse, c'est le dicton populaire, j'allais dire de l'argent que je ne vais pas pouvoir utiliser parce que ciblé ou fléché sur les coports. Donc, cet argent va me servir à rien autant que je ne l'emprunte pas.
c'est de la bonne gestion, si vous voulez. Je ne vais pas emprunter personnellement pour ma vie de tous les jours ou mes investissements, je ne vais pas emprunter pour un investissement chez moi, pour un investissement que je vais faire dans 3 ans si je change de voiture dans 3 ans. S'il faut que j'emprunte, j'emprunterai au moment d'acheter ma voiture. Voilà. Et ben, pour la ville, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas besoin d'investir. Je n'ai qu'à payer des frais d'études qu'on retrouve aussi en investissement, mais à hauteur, j'allais dire, qui ne sont pas les mêmes. Même chose pour Gare Cœur d'Aglo. Nous sommes en pleine élaboration du plan guide. Qu'est-ce que je vais faire avec 3 millions, si je veux mettre 3 millions, ou 5 millions, si je veux mettre 5 millions, que je ne vais pas utiliser du tout? Et pourtant, dans nos délibérations, vous verrez régulièrement apparaître le plan guide, le Gare Cœur d'Aglo ou les coports, parce qu'il faut que ça avance. Mais si vous voulez dire que c'est de la gestion, alors vous n'avez pas dit pépère, mais c'était tout comme, du quartier Rouer, alors, certes, c'est vrai que, oui, on nous avait donné 7 ans pour le faire. 7 ans. Et pour un truc qui ne sont, j'allais dire, que des aménagements de voiries, des créations de parcs. On n'est pas au bord de l'Oise avec la loi sur l'eau, on n'est pas au bord de l'Oise avec les terrains pollués et autres. L'espace Martinique, l'espace du Nant, le centre commercial, la rampe urbaine, le centre Georges Brassens, le local Martinique, l'accompagnement du logement francilien. Et je ne parle pas de ce que fait aussi le logement francilien pour ces immeubles et Oise Habitat. En termes d'avenir de Creil, vous savez qu'on a la réhabilitation et l'agrandissement du centre du cercle tennistique de Creil, du cercle amical de Creil, et aussi l'étude de la refonte du stade Vélodrome. Voilà. Et ça, c'est des projets d'avenir, c'est des projets que l'on doit mener à bien, et je ne vais pas immobiliser de l'argent, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, sur des projets qui ne sont pas mûrs. Donc, c'est la première fois qu'il y a dans l'équipe municipale de Creil un conseiller municipal délégué chargé de la formation, de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Vous croyez que je vais donner une délégation à quelqu'un s'il n'y a pas un minimum de services autour? Quand je vous avais donné la délégation à l'évaluation des politiques publiques, Madame Mbaye, il me semble que la première chose que j'ai faite, c'est d'embaucher quelqu'un qui avait un Master 2 d'évaluation des politiques publiques. Parce que ce n'était pas à vous de faire le travail d'évaluation. C'était à vous de donner les orientations. Je vais faire exactement la même chose avec M. Dem, c'est-à-dire qu'il va avoir du personnel par, redéploiement du personnel pour travailler avec lui sur l'insertion et avec la mission locale sur l'insertion, la formation et l'emploi des jeunes. Voilà, donc je n'ai pas besoin de créer une cellule économique pour l'emploi des jeunes. Les mots ronflants, on en a partout en France. Moi, je préfère avoir une petite mission efficace plutôt qu'une grande cellule qui ne fasse rien. Voilà. Alors, les services municipaux, qui sont très efficaces, comme l'a souligné M. Boady, me disent, voilà, les emplois d'avenir, 400 000 €. Ça, c'est de l'emploi des jeunes aussi. Ça permet quand même à tous les emplois d'avenir que nous avons pris, les 30, qui n'ont jamais travaillé, à part des petits boulots, de travailler dans nos murs, et on découvre, j'allais dire, des gens qui sont motivés, on découvre des gens qui veulent apprendre, des gens qu'on a mis à certains postes. On s'est dit, on va contrôler quand même si ils avancent bien dans ce poste, s'ils apprennent, et on est surpris par leur dynamisme, on est surpris par la volonté d'aller de l'avant. Les TAP, 750 000, mais il faut enlever la recette. La réforme de la catégorie C, 266 000 €. La résorption de l'emploi précaire et l'augmentation, alors résorption de l'emploi précaire, c'est difficile à mesurer, l'augmentation de la cotisation de la caisse de retraite, 198 000 €. La piscine, en année pleine, 500 000 €. Voilà, et puis c'est quoi GUT?
GVT, le glissement, oui, le glissement vieillesse technicité de la fonction publique, 237 000 euros. Voilà en gros les détails. Si vous voulez, je pourrais vous photocopier ce petit bout de papier. C'est la note que m'a confiée monsieur Ralui et madame Aumont sur... voilà, je vous les communiquerai, mais vous les entendrez sur le CD. Voilà. Voilà concernant le budget. Monsieur Boulaman. Ça va être très rapide, monsieur le maire, mais je crois que c'est important de faire cette mise au point. On parle, au cas où ça vous aurait échappé, du budget primitif 2014. Et donc, sauf à avoir une boule de cristal, je ne sais pas comment vous pouvez savoir que ma collègue va voter ce budget, puisque vous parlez de budget voté. Et je pense qu'il faut arrêter de boucler à un moment. Le budget 2014, on n'a voté ni le compte administratif, ni le compte de gestion. Et on parle en ce moment du compte du budget primitif 2014. Donc, permettez un peu de retenir sur ces aspects-là et attendez de voir si on va le voter ou pas. Vous avez, ou je me suis mal exprimé, ou vous avez entendu, j'ai parlé du budget 2013 que Madame Mbaye, me semble-t-il, avait voté. Budget primitif 2013. Mais j'ai parlé du budget primitif 2013. Que me semble-t-il, me semble-t-il, on ne vote qu'un budget. On ne vote qu'un budget, monsieur. Mais, monsieur Boulaman, vous voulez qu'on fasse de la sémantique, on va en faire. On ne vote pas de décision, on ne vote pas de budget, comment on appelait ça avant, de budget supplémentaire. On ne vote qu'un seul budget et après on vote une ou deux, trois décisions modificatives. Ouais, 12 millions d'euros de décisions modificatives. Non mais on vote des décisions modificatives. 12 millions d'euros de décisions modificatives. 12 millions d'euros. L'élément sur lequel, monsieur le maire, chacun peut voir midi à sa porte, devant sa porte. Mais vous avez l'habitude d'interrompre comme ça les gens quand ils répondent. Ouais. Mais oui, monsieur Boulaman, il faut être discipliné. Il faut être. Mais non, c'est pas de contre-vérité. Si. Mais non, j'ai dit à Madame Mbaye que elle avait, me semble-t-il, voté le budget 2013. Madame Mbaye. J'ai pas parlé de compte administratif ou de compte de gestion et j'ai pas parlé pour ça du budget 2014. Madame Mbaye. J'ai parlé du budget 2013 et attendez, ne faites pas comme un de vos prédécesseurs dans ce coin-là, qui était justement dans ce coin-là, qui n'arrêtait pas de couper, ça allonge les débats, ça les brouille, et je serai d'accord avec M. Sartin sur la remarque qu'il a faite à la CAC la dernière fois, ça n'intéresse pas du tout les Crayois. Donc, pour que le débat soit clair, respectez le temps de parole et la prise de parole de chacun. Je réaffirme que j'ai dit à Mme Mbaye que, me semble-t-il, elle avait voté le budget 2013. Point. Voilà. Et ça fait la 10e fois que vous prenez la parole sur ce sujet. Non. Donc, si. La deuxième fois, monsieur le maire. Non, vous m'avez tellement coupé la parole. Si vous voulez vraiment gagner du temps, monsieur le maire, et éviter à chacun de le perdre comme vous le sous-entendez, pourquoi interpeller Madame Mbaye sur le vote d'un budget 2013 quand elle vous interpelle sur votre manque de vision pour le budget primitif 2014 ? Commencez à un moment, vous, à éviter de nous faire perdre du temps avec vos remarques, et puis tout le monde gagnera du temps, monsieur le maire. Mais monsieur Boulaman, Madame Mbaye a comparé le budget 2014 au budget 2013. Je suis bien obligé de lui répondre là-dessus. C'est tout. Et si vous aviez bien compris ce que j'ai dit, vous ne seriez pas intervenu en disant que j'avais dit qu'elle allait voter le budget. C'est tout. Bien. Allez. Y a-t-il d'autres observations ? Monsieur Sartin, oui. Pour la deuxième fois. Oui, merci. Juste pour revenir encore sur cette augmentation des frais de personnel de près de 3 millions d'euros, j'ai écouté donc attentivement ce que vous disiez, en parlant de la piscine, des TAP, de la revalorisation des catégories C, des ATSEM, des dames de ménage et des emplois d'avenir. Donc les chiffres que vous me donnez on arrive à un total de 2 351 000 euros. La question est de savoir justement quel est l'impact sur l'effectif réel de la mairie. C'est 11% d'augmentation, ça représente quand même 3 millions d'euros. Il faut qu'on explique aux Crayois quels vont être les services en plus qui leur seront offerts ou qui leur seront en tout cas alloués via leurs impôts. C'est comme ça qu'ils se les fournissent. Et donc voilà, j'aimerais savoir quelle est aussi cette heure et demie supplémentaire donnée au TAP pour pouvoir les sortir de leur catégorie, je dirais, vous aviez dit précaire, je crois.
Qu'est-ce qu'ils font pendant cette heure et demie supplémentaire? En parlant des TAP, est-ce qu'avec l'assouplissement proposé par le gouvernement, vous envisagez de réformer également les rythmes scolaires à Creil pour offrir un meilleur programme pédagogique pour nos enfants? Et donc, concernant aussi les ATSEM, vous dites que c'était un souhait qu'elles avaient formulé avant la campagne. Vous pouvez préciser ce que vous avez fait avec les ATSEM? Moi, j'ai pas tout à fait compris votre explication. Et voilà. Enfin, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on explique aux Creillois. En 2013, on avait tant d'employés dans la ville. En 2014, on en a tant. Et voilà quels sont les services en plus que vous allez avoir ou qui vont être pérennisés grâce à vos impôts, qui vont quand même augmenter. Il faut encore le redire, qui vont quand même augmenter. Et j'aimerais juste avoir une info précise sur ces près de 3 millions d'euros d'augmentation des frais de personnel. Écoutez, quand ils vont à la piscine, ils voient bien que la piscine a changé. Et comme il y a 2 bassins, il faut plus de maîtres nageurs. C'est évident, c'est les normes de sécurité et les normes d'encadrement. Quand on fait de la résorption d'emplois précaires, alors je vais revenir parce que j'ai vraiment pas été clair, parce que là aussi vous avez un peu confondu. J'ai pas parlé des TAP, j'ai parlé des personnes qui étaient vacataires ou contractuelles avec des temps relativement bas d'intervention et de rémunération donc, et qu'on a profité de cette heure et demie des TAP qu'on leur a octroyé. C'est-à-dire que pour allonger leur temps de travail, s'il y avait une dame qui faisait 3 heures par jour, avec cette heure et demie, elle en fait 4,5. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, elle doit avoir à peu près 22 heures et demie, si j'ai rapidement calculé, au lieu d'avoir, 17 heures, j'ai pas fait le calcul là. Voilà. Donc, si vous voulez, on a augmenté le contingent d'heures effectuées par un certain nombre de personnes qui travaillent, qui surveillent la restauration scolaire. On leur a donné 1h30 de TAP. Qui font du ménage. On leur a donné 1h30 de TAP. Pour les ATSEM, nous avons, d'une manière très claire, alors c'était pas avant la campagne, c'était au moment de l'instauration des TAP, en septembre 2013. Mais ça, c'était prévu, j'allais dire, dans le budget 2013. Nous leur avons demandé de ne plus faire de ménage. Parce qu'elles faisaient de l'encadrement des classes en maternelle, en appui aux professeurs des écoles de maternelle, et du ménage. On leur a dit, vous ne faites plus de ménage comme vous le souhaitiez, mais vous ne ferez que l'encadrement d'enfants. Alors, soit avec le professeur des écoles pendant le temps scolaire, soit en TAP, en périscolaire. Voilà. Donc, si vous voulez, ça a permis, là aussi, aux ATSEM, d'avoir un certain nombre d'heures, pour certaines, d'heures supplémentaires, qui est venu gonfler leur pécule, heures de travail, donc leur rémunération, et donc on a pu les titulariser sur des temps partiels, voire des temps complets, beaucoup plus importants. Voilà, si vous voulez. Et en plus de ça, en les titularisant, nous avons permis de diminuer pour ces emplois l'emploi précaire, qui était une volonté de notre équipe municipale élue en 2008. Et je continuerai, autant que faire se peut, de diminuer l'emploi précaire, parce que je suis contre l'emploi précaire, que ce soit dans le privé comme dans le public. Voilà. Donc, si vous voulez, les explications, elles sont là. Mais maintenant, il faudra les dire aux 30 personnes que nous avons embauchées, ou que nous allons finir d'embaucher en emploi d'avenir. Oui, quel service vous rendez? Votre emploi n'est peut-être pas justifié. Même chose pour les TAP. Même chose pour la réforme catégorie C. Dire aux gens, non, il ne fallait pas la faire. Excusez-moi. D'une part, la loi m'y oblige, mais d'autre part, augmenter les basses catégories dans les moments actuels, c'est quand même quelque chose d'important en termes de pouvoir d'achat. Mieux vaut favoriser les basses catégories plutôt que les cadres. Voilà. Alors, je peux vous dire aussi
que nous avons 737 titulaires à la ville de Creil. Et sur les TAP, ça représente 41 équivalents temps plein. Et nous avons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 30 emplois d'avenir. Mais tout ça, vous l'aurez dans quelques temps. Mais alors, ce sera le bilan social de 2013, bien sûr. Mais vous l'aurez dans le bilan social qu'on est obligé que les communes sont obligées de présenter en comité technique paritaire et qui fait le bilan avec les organisations syndicales de tout ce qui se passe, les catégories, la démographie, l'âge, les accidents de travail, les rémunérations, et nous le distribuons aussi au conseil municipal pour qu'ils soient informés complètement de la situation du personnel à la ville de Creil. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Troisième fois. C'est mon jour de bonté. Merci, monsieur le maire. Alors donc, si j'ai bien compris, d'après cette dernière intervention, mis à part les emplois nouveaux de la piscine et la trentaine d'emplois d'avenir, l'essentiel des 3 millions d'euros d'augmentation se focalise donc sur la sortie de la situation précaire des employés précédemment déjà en place dans la ville de Creil. Et c'est ça la très grosse majorité donc des 3 millions d'euros d'augmentation. Et les 41 emplois temps plein, équivalents temps plein des TAP. Qui sont en partie compensés, j'imagine, par la dotation de l'État, 90 euros par enfant. Ah bah oui, mais... Non, on est bien d'accord. Oui, mais, non, mais vous parlez que de la dépense. D'accord. Donc je ne parle que de la dépense. Non, mais très bien. Non, mais c'était pour bien comprendre. C'est bien ça, c'est ça. Mais vous aurez le détail complet. Il n'y a pas un différentiel important si on oublie ces emplois très spécifiques à la piscine, au TAP et aux emplois d'avenir. L'effectif de la mairie reste constant. Il n'y a pas eu d'embauche complémentaire. Ah, si. Il y en a eu. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu, mais... Voilà, je pense que ça nous... J'imagine qu'on aura ces chiffres. J'imagine qu'on aura cette... Oui. Tout à fait. Ok, merci. Mais c'est dans le budget, hein. C'est dans votre document budgétaire. Alors je ne sais pas à quelle page, mais c'est dans votre document budgétaire. Bien. S'il n'y a plus d'observations, y a-t-il des oppositions? Oui. 11. Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. 5. Concours du receveur, indemnité de conseil, attribution. Nous sommes en début de mandat et après chaque renouvellement de conseil municipal, il est nécessaire de délibérer pour le versement des indemnités qui sont dues au trésorier pour le service rendu à la collectivité, tels que les conseils financiers sur les opérations comptables, les cessions, les opérations d'ordre, les analyses budgétaires et financières. Voilà, donc vous êtes appelés à voter. Des questions? Alors, comme l'a dit Madame Mérald Jean, c'est en début de mandat qu'on est obligé de la voter ou en cas de changement du receveur. Si M. Cardo est obligé de partir parce qu'il est muté, quand son successeur arrivera, nous serons obligés de voter la même délibération parce que c'est une délibération qui est nominative. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6. Il en est ainsi décidé. Relations internationales, hommage à Fernand Thuil en Palestine, mandats spéciaux. Madame Yeshim Savas. Bonsoir tout le monde. La ville de Creil est jumelée avec le camp de réfugiés de Kadoura en Palestine. Ce partenariat est né grâce à l'intervention de Fernand Thuil, président de l'AJPF, Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises. Fernand Thuil est décédé l'hiver dernier. La ville de Creil, ses nombreux partenaires et l'AJPF tiennent à lui rendre un hommage officiel en faveur de la paix entre l'Israël et la Palestine et pour ses différentes actions qu'il a impulsées afin de rapprocher les populations des camps de réfugiés et les populations françaises. Donc un voyage de 2 jours sera organisé en Israël et en Palestine en présence des membres de l'AJPF, des représentants de collectivités.
La délégation sera reçue par le consul. Une soirée hommage aura lieu. À cet effet, un mandat spécial doit être donné à Monsieur Jean-Claude Villemain, maire, et Madame Afida Mehadji, conseillère municipale, pour représenter la ville. Les frais par anticipation d'un montant de 1 434 € ont été engagés pour les billets d'avion. Tous les autres frais du déroulement du séjour sur place seront pris en charge par les élus eux-mêmes. Il vous est donc demandé d'approuver le mandat spécial de Monsieur le maire et de Madame Mehadji, ainsi qu'approuver la prise en charge des 2 billets d'avion pour ce déplacement. Merci Monsieur le maire. Donc, pour nos jeunes collègues qui ne connaissent pas Fernand Thuil, militant communiste de Montataire, où il travaillait, ainsi qu'à Montreuil, où il habitait. Fernand Thuil avait créé l'association des villes jumelées françaises avec les camps de réfugiés palestiniens. Il nous a aidés donc pour établir notre jumelage avec le camp de réfugiés de Kadora. Donc, les massacres de Sabra et Shatila au Liban en 1982 marqueront un tournant pour Fernand Thuil. Fernand répondra par la fraternité et la solidarité et lancera la campagne de jumelage des villes françaises avec des camps de réfugiés palestiniens. En initiant dès 1989 le jumelage de la ville de Montataire avec Daïché, un camp de réfugiés qui se trouve à côté de Bethléem. Depuis, les jumelages s'étaient multipliés. Il avait acquis de ce fait une grande autorité auprès des élus, toutes tendances confondues. Il arrivait donc même aux autorités françaises de lui demander des conseils à propos de la situation dans les camps de réfugiés palestiniens et en Palestine. Son inlassable action au service de la reconnaissance de l'État palestinien lui a valu d'être reconnu citoyen de la Palestine. Fernand était un internationaliste, un homme généreux et d'une grande fraternité. Fernand Thuil était, selon ses propres mots, un citoyen du monde, français, israélien et palestinien, 3 nationalités. Et il avait un cœur. Il parlait couramment l'arabe et l'hébreu. Son dernier engagement, alors que ses forces déclinaient déjà, la campagne internationale pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti, le plus ancien prisonnier politique en Israël et dans le monde. Fernand Thuil, malheureusement, nous a quittés le 24 décembre 2013. Merci. Merci, Monsieur Assemti. Vous avez simplement oublié que Fernand était aussi un juif tunisien. Donc c'est pas 3, c'est 4. Vraiment un citoyen du monde. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Indemnité des élus, modification de la répartition de l'enveloppe. Oui, lors du dernier conseil municipal, je vous ai proposé de diviser l'enveloppe globale en 1 par 39. Je vous propose de modifier, de diviser par 40. C'est la seule modification, afin de prendre en compte Madame Doury, qui ce soir est absente, non pas parce que les mauvaises langues disent qu'elle boude, mais parce qu'elle a un conseil municipal à Pont-Sainte-Maxence et qu'elle doit gérer donc l'administration du conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des questions, Madame Sokolowski? Monsieur le maire, je qualifierais cette délibération de grossesque, même si elle ne me fait pas rire. Revenons en arrière. 11 adjoints indemnisés de par nature. 13 conseillers municipaux délégués de par votre volonté. Restent 3 membres de la majorité non indemnisés. La suite se joue normalement à la CAQ. Et là, patatras. Le vote sur le nombre des vice-présidents tourne court à votre désavantage et donc une personne reste sur le carreau. Vous revenez aujourd'hui avec cette délibération, nous proposons un nouveau calcul des indemnités de votre majorité pour cette personne afin qu'elle soit elle-même indemnisée. Ce qui est grotesque, c'est que vous n'essayez même pas de produire un semblant de mission pour justifier cette modification. C'est une affaire purement comptable.
Votre justification n'est pas en quoi cette délégation peut servir les intérêts de notre commune, mais uniquement que l'octroi de cette délégation n'augmentera pas les dépenses, puisque chacun des élus de votre majorité accepte de réduire ses indemnités pour permettre d'indemniser ce 14e délégué. Petit arrangement entre amis donc. Par ailleurs, je vous rappelle la création d'un 3e poste à votre cabinet pour aider d'après vous les élus dans leurs tâches ainsi que d'assurer leur formation. Enfin ça c'était au dernier conseil municipal et dans la presse on a lu que c'était pour relayer la politique en faveur des jeunes et de l'emploi des jeunes. Je qualifierais tout ceci d'indécent par rapport aux problèmes qui sont rencontrés par notre ville. Indécent lorsque par presse interposée vous souhaitez un conseil municipal apaisé et qu'ensuite vous qualifiez une partie de l'opposition, en l'occurrence la nôtre, de populiste, oubliant cependant les qualificatifs dont vous nous avez affligés pendant la campagne et surtout particulièrement pendant le 2e tour. Or, qui alimente le populisme, si ce n'est vous, monsieur le maire? Vous menotez votre majorité par d'abord une charte et ensuite des indemnités. Vous nous demandez de voter l'un des actes de votre politique que nous considérons comme antidémocratique, comme celui de l'achat contre le silence. Votre politique, le budget que vous nous avez présenté nous le démontre, n'est pas de préparer des perspectives d'avenir pour notre population, les seuls bénéficiaires étant ceux qui s'accordent avec vous. Pour les autres, rien ne risque de changer de votre fait. Je sais que mes propos vous dérangent, voire vous irritent, mais j'ai la chance de ne pas avoir signé de charte et d'être libre de mes paroles, de mes actes et de mes pensées. Vous comprendrez donc, monsieur le maire, que nous nous opposons fermement à cette décision. Y a-t-il d'autres interventions, monsieur Certain? Oui, très court. Simplement pour rappeler comme à la CAC que lorsqu'on est élu, on n'est pas là simplement pour recevoir une rémunération. Ajouter à la ville de Creil une 14e délégation pour être sûr que tout le monde touche quelque chose, ça devient petit, j'ai envie de dire, vis-à-vis même au regard du montant que cela représente pour un conseiller délégué qui détient une délégation. J'ai envie de dire encore une fois une image que l'on renvoie aux Creillois, qui n'est pas celle qu'ils attendent de la politique, qui n'est pas celle qu'ils attendent de leurs élus. Vous voyez, nous on est ici aussi dans l'opposition, on n'est pas rémunéré mais on est présent, on espère bien faire notre travail aussi de façon correcte avec les peu de moyens qu'on peut avoir en mairie et le temps que l'on prend sur nos vies professionnelles pour le faire. On n'est pas dédommagé pour cela, mais pour autant, on ne s'est pas dit au lendemain de l'élection ah bah j'ai 0, moi j'y vais pas au conseil municipal. Donc créer une 14e délégation qui n'avait pas semblé utile lors des précédents conseils, tout ça pour pouvoir donner un salaire, enfin une rémunération à une personne qui n'a pas eu de vice-présidence à la CAC, je considère là aussi que c'est pas utile et évidemment on s'opposera donc à cette délibération. Madame Capon. Oui, moi j'ai entendu un mot là qui me gêne beaucoup, c'est le mot indécence. Alors d'abord, je pense que quand on dit indécence, il faudrait peut-être réfléchir et balayer un peu d'abord devant sa porte. Ensuite, l'indécence pour moi, ce n'est pas de donner une indemnité à un conseiller municipal délégué. L'indécence, c'est de percevoir une indemnité sans donner le travail en contrepartie. Et je pense que Madame Doury, elle, au contraire, donnera du travail en contrepartie de son indemnité. D'ailleurs, elle a déjà commencé, puisque ce soir, elle me représente dans une réunion à laquelle je n'ai pas pu me déplacer, puisque j'étais présent ici ce soir, et je préférais vous honorer de ma présence plutôt que d'aller ailleurs. Ce que je voulais vous dire, en règle générale, c'est que c'est vrai, en 2008, j'ai mis en place ce que j'ai appelé, ou
une de mes collègues a appelé la jurisprudence Villemain. C'est que tous les élus de la majorité sont indemnisés. Parce que on joue collectif. Dans le précédent mandat, on a pensé jouer collectif. On s'est un peu trompé. Mais dans celle-là, je l'ai dit à la presse, ça a été relevé, je pense que l'équipe, d'ailleurs, ne repose que sur 3 groupes politiques, et que cette équipe a soif de bien faire, soif d'apprendre, et soif de se mettre au service des Craillois. Et n'a pas de calcul de pouvoir, ne réfléchit pas en termes de pouvoir. Voilà. Et donc, si vous voulez, Madame Doury, il y a une délégation l'an dernier, de l'ancienne mandature, que je n'avais pas redistribuée. Je me suis aperçu que je ne l'avais pas distribuée. Alors c'est vrai qu'elle ne m'avait pas très marqué. C'était l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Madame Doury, qui a fait un certain nombre d'études, si elle pouvait, si elle se sentait capable, de relever le défi et de faire mieux. Elle m'a dit, je vais essayer, je te promets rien. Voilà. Donc je lui ai dit, bah, écoute, tu auras la délégation à l'évaluation des politiques publiques. J'informe le conseil municipal, chose que je n'ai pas à faire concernant les conseillers municipaux délégués, mais je joue la transparence. Et comme le suivi du projet urbain, du projet de notre ville et de notre majorité me semble aller de pair avec l'évaluation des politiques publiques, je lui ai demandé aussi de suivre la mise en œuvre du projet urbain que nous avons proposé aux Craillois et qui nous a permis d'arriver en tête aux dernières élections. Voilà. Et moi, je trouve rien, il n'y a rien d'indécent. Je ne veux pas reprendre les propos de Mme Capon que je partage complètement. Il n'y a rien d'indécent là, dans la mesure où ça n'augmente pas l'enveloppe d'un copec, mais que c'est une espèce de solidarité entre les membres de la majorité pour se redistribuer cette enveloppe qui est exactement la même que la dernière dans l'ancienne mandature. Voilà. Madame Duchâtel. Oui, monsieur le maire. Ce qui me dérange, c'est que vous vous en êtes aperçu après les élections de la CAC, en fait, qu'il vous manquait une délégation. Mais, sur la municipalité. Non, je m'en suis aperçu avant et je voulais la redistribuer à quelqu'un de notre qui avait déjà une délégation. Parce que il y a par exemple, je ne sais plus quel exemple je pourrais prendre, mais on a si monsieur Assamti, par exemple, a la santé et le logement. Bon, c'est pas deux thématiques qui sont complètement liées. Et donc je voulais exactement faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Il s'est avéré que par des calculs politiciens, Madame Doury est restée sur le carreau, et je dis bien par calcul politicien, Madame Doury est restée sur le carreau, et donc nous avons, j'ai proposé à un certain nombre de mes collègues de la prendre ici comme déléguée, en faisant jouer la jurisprudence Villemain, qui est que tous les élus de la majorité soient indemnisés par redistribution de l'enveloppe globale. Voilà. Ce n'est qu'une péréquation. Monsieur Certain ? Oui, simplement, c'est par les mêmes calculs politiciens qu'elle était censée avoir une vice-présidence à la CAC. Donc, nous reprochez pas de faire de la politique, on est aussi là pour ça. Simplement, encore une fois, il faut laisser peut-être Mme Doury un peu tranquille, parce qu'elle doit avoir les oreilles qui sifflent. Mais c'est pas une question de personne. On n'a rien contre Mme Doury, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. C'est une question simplement d'image qu'on renvoie aux Craillois, que la communauté, que l'assemblée représentative renvoie aux Craillois. Encore une fois, on est là pour quelques centaines d'euros à repasser une délibération. Chacun se dit de l'autre côté, on va perdre 22,50 €, et puis comme ça, Mme Doury, elle aura ses 200 €. C'est le côté un peu désuet de la chose, mesquin presque. C'est pas nécessaire, et encore j'insiste, on n'est pas des élus de la République pour toucher des rémunérations.
on aurait très bien pu avoir, et j'en suis sûr qu'elle aurait certainement fait le même travail, comme Mme Capon le pense, je pense qu'elle aurait fait le même travail sans rémunération, tout simplement. Merci. Monsieur Boulaman? Non, 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 non. Je me donne la parole quand je veux. Oui, ça va être rapide de toute façon. C'était juste pour vous reprendre, parce que, comme on le disait, la sémantique est importante. Quand un vote est dans votre faveur, il est très bien, et quand il est pas dans le sens où vous souhaitez, c'est un calcul politicien. Le vote qu'il y a eu à la CAC, monsieur, c'est l'expression démocratique du Conseil de la CAC. Point à la ligne. Sur l'histoire des délégations, mais c'est votre droit de donner des délégations aux conseillers municipaux. Il fallait le faire, mais on parlait d'indécence tout à l'heure. Pas moi. Non, mais j'entends bien, mais ce terme est utilisé. Là, on dit que la sémantique est importante. Excusez-moi, mais ne prenez juste pas pour des idiots. Il s'avère, je lis la délibération, il s'avère que le nombre de délégations accordées aux conseils municipaux était de 14 et non de 13. Monsieur le maire, arrêtons. Vous avez le droit de le donner, donnez-le, assumez, mais ne faites pas cet exercice. C'est galipette, je vous l'ai donné, j'ai oublié. C'est gros comme un éléphant, monsieur le maire, et Dieu sait que vous les aimez bien. Merci. Je l'aime bien, il n'est pas éléphant qui veut. Bien. Y a-t-il des oppositions? 11. Des abstentions? Je n'en vois pas, et il est ainsi décidé. Projet d'éco-port fluvial. Monsieur Cabaret. Oui, merci monsieur le maire. Donc, la ville de Creil est porteuse d'un projet d'aménagement urbain ambitieux sur la friche industrielle de près de 6 hectares longeant le bord de l'Oise. Le projet prévoit la réalisation de logements, commerces et espaces publics orientés autour d'un port fluvial. Le projet est inscrit dans une démarche de développement durable avec le choix d'une urbanisation sous la forme d'un écoquartier intitulé Éco-Port Fluvial. La réalisation de ce quartier est accompagnée d'une démarche participative et répondra à des enjeux environnementaux et sociaux forts pour la ville de Creil. Conformément aux articles du Code de l'urbanisme et du Code de l'environnement, le projet nécessite donc la réalisation d'une étude d'impact. Celle-ci est réalisée. En effet, la réalisation d'un port et l'utilisation d'une procédure de ZAC pour la création de quartiers entraînent l'élaboration de cette étude. Cette étude doit être mise à la disposition du public avant la création de ZAC. Les modalités de la procédure de mise à disposition du public sont les suivantes. Un avis de mise à disposition du public de l'étude d'impact de la ZAC de l'éco-port fluvial est affiché en mairie, est inséré sur le site internet de la commune ainsi que dans les journaux locaux et 8 jours au moins avant la mise à disposition. Le dossier de mise en disposition est composé de l'étude d'impact, l'indication de l'autorité compétente pour prendre la décision de la création de la ZAC, l'indication des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, ainsi que l'avis émis par l'autorité environnementale, la mise à disposition du public à l'hôtel de ville au jour et heure d'ouverture habituelle du dossier suivisé et d'un registre destiné à recueillir les observations du public et effectué pendant une durée de 20 jours. Un bilan de cette mise à disposition du public sera établi au stade de l'approbation du dossier de création de la ZAC. Un bilan de la mise à disposition du public sera consultable au service urbanisme ainsi que sur le site internet de la commune. Il vous est proposé de valider les modalités de la procédure de mise à disposition du public de l'étude d'impact. Des questions? Madame Moka? Monsieur Fatili? Oui, monsieur le maire, c'est donc effectivement un beau projet écologique puisque économiquement, socialement, environnementalement, il semble aller vers le parfait. Et donc l'étude d'impact est donc plus qu'importante. Si je comprends bien, elle est déjà réalisée, cette étude d'impact. Hein. Bon, voilà. Alors, il s'avère que nous avons une nouvelle secrétaire d'État à l'économie numérique, Madame Axel Lemaire, et que Madame Lemaire a donc présidé il y a peu de temps un colloque qui concernait Open Data.
Et elle s'est enflammée lors de ce colloque et a dit qu'il fallait convaincre toutes les collectivités territoriales d'utiliser effectivement le maximum l'outil Internet. Alors, déjà, moi, je me dis, si cette étude est réalisée, est-ce que nous, conseillers municipaux, nous pouvons l'avoir dès à présent? Et est-ce que cette étude ne peut pas être mise en intégralité sur le site internet de la ville? Ça serait beaucoup plus facile pour les citoyens de la consulter, d'autant plus que le temps imparti pour donner des réactions à la consultation de cette étude est de 20 jours. 3 semaines, c'est pas énorme. En plus, si ça se fait là pendant les mois d'été, il y a pas mal de gens qui pourront pas forcément participer à la réponse à cette étude d'impact. Donc, 3 questions, Monsieur le maire. Pouvons-nous, en tant que conseillers municipaux, déjà obtenir cette étude d'impact? Deuxième question, est-ce que cette étude d'impact ne peut pas, comme le souhaite notre secrétaire d'État à l'économie numérique, être mise sur le site internet de la ville? Et si c'est prévu, c'est tant mieux, Monsieur Cabaret, c'est parfait. Et troisième question, est-ce que... Ah, vous avez fait rater l'effet, Monsieur le maire. Ouais, non, c'est lui qui devait faire l'effet. Ah bah oui, mais tant mieux, c'est Monsieur Cabaret qui est chargé du dossier. Et est-ce que le temps de réaction ne peut pas être supérieur à 3 semaines, d'autant plus si ce temps de réaction doit être pendant les mois d'été? Bien. Alors, comme l'a dit Monsieur Cabaret, qui ne pouvait pas se retenir de vous dire que c'était que ça allait être mis sur le site internet, puisqu'il a lu la délibération in extenso. Non, monsieur, c'est pas l'étude d'impact qui est sur le site internet. La mise à disposition du public sera consultable au service d'urbanisme ainsi que sur le site internet de la commune. Ah, pardon. Je l'avais dit 2 minutes avant. Voilà. Ça l'a fait bondir. Bien, mais il rentre de vacances, il faut l'excuser. Il a trop de peps. Donc, vous savez, au niveau de ce projet, je suis désolée, mais je ne lis pas la même chose que Monsieur Cabaret et vous. Je lis. L'avis de mise à disposition du public de l'étude d'impact est affiché en mairie. L'avis de mise à disposition du public de l'étude d'impact est inséré. Donc l'avis de disposition est inséré sur le site internet de la commune ainsi que dans les journaux. Le dossier de... Mais c'est la mise à disposition, c'est pas le dossier. Non, non, j'ai quand même un petit peu lu la délibération, monsieur le maire. Mais non. Écoutez, non, mais non. Le dossier de mise à disposition que vous venez de dire, de citer, est composé de l'étude d'impact. Écoutez, là, non, mais même si ce n'est pas dedans, on a l'habitude de mettre tous les documents, c'est ce que j'allais vous dire, on a l'habitude de mettre tous les documents concernant l'écoport fluvial sur le site internet. On a été félicité par la commission du débat public sur la façon dont on mène les consultations publiques en lien avec la population de Creil, puisque tous les renseignements sont donnés à chaque étape de l'avancée de l'étude. Nous publions les informations et nous en sommes quand même déjà à 3 réunions publiques, des grosses réunions publiques avec la Commission nationale du débat public pour informer les Creillois. Et je trouve que on a de plus en plus de monde et que les débats sont de plus en plus intéressants. Donc là, si on vote ce soir la mise à disposition du public, bien évidemment que les conseillers municipaux auront cette étude d'impact qui me paraît relativement intéressante, bien détaillée, on y apprend des choses. Et je crois que c'est intéressant que vous l'ayez, et comme le public, de l'avoir. Concernant les 3 semaines, c'est le délai légal pour toute enquête publique. Donc, moi, vous savez, ce qui est la loi, je la respecte. La loi, rien que la loi, mais toute la loi. Voilà. Donc, 3 semaines, c'est 3 semaines. Point. Oui. Merci, monsieur le maire.
nous allons voter cette délibération, mais je répète quand même que dans cette délibération, il n'est pas spécifié que l'étude d'impact sera mise à disposition du public. L'avis de mise à disposition sur le site internet, ainsi que le bilan de la mise à disposition, mais pas l'étude d'impact. Cependant, monsieur le maire, vous venez de nous assurer que vous le feriez, nous vous croyons. On l'a toujours fait, merci. Si ça pouvait être plus souvent que vous me croyez, les débats seraient beaucoup moins longs. Mais je vous dis tout de suite, Madame Maupin, que nous avons publié tous les documents sur le site concernant cette opération et que nous continuerons. Je trouve que justement, en publiant toutes les informations, nous sommes arrivés à convaincre un certain nombre de personnes qui ont voté contre ce projet il y a quelque temps et que maintenant, ces mêmes personnes commencent à voter pour ce projet. Ça veut dire qu'il faut être patient, il faut donner des informations, il faut que les études soient complètes et donc des fois un peu trop longues à mon goût ou au goût de certains, mais je crois que c'est nécessaire qu'on ait un maximum de billes dans cette opération parce que c'est sur un site difficile, qui est pollué, qu'il faudra qu'on dépollue, il va falloir qu'on le protège et on ne peut pas construire tout et n'importe quoi. Et donc c'est normal qu'on donne toutes les informations et vous les aurez toutes. Y a-t-il des oppositions? Ah, monsieur Facchini, excusez-moi. Heureusement que tu es là. Monsieur le maire, bonsoir. Je voulais simplement demander à monsieur Cabaret, puisqu'il me semble que l'écoport devrait prendre normalement l'image d'un écoquartier, est-ce que ce futur quartier, dans une ville qui est peu tertiarisée, j'insiste, relève les 5 piliers du développement urbain en matière d'écoquartier? Merci. C'est déjà dans la délib. Donc, il y a le commerce. On a, après, je ne sais plus, commerce, habitat, tourisme, et puis oui. 5 piliers, il va gêner 3. L'urbanisme, le permis, le commerce, l'habitat, le tourisme, il en manque un. Les déchets. Ouais. De toute façon, pour avoir le label écoquartier, il faudra qu'on respecte. Et donc, si vous voulez, moi je ne connais pas les 5 piliers de l'écoquartier. Mais je ferai appel à notre ex-collègue Serge Bernardino comme conseiller technique environnemental et il me dira tout de suite quels sont les 5 piliers de l'écoquartier. Je suis sûr que ce sera respecté. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Madame Oyono pour le Centre des rencontres accessibilité handicapée. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, afin de répondre aux obligations de l'accessibilité des bâtiments faisant partie du cadre bâti existant, la commune de Creil envisage la mise en accessibilité de divers bâtiments classés ERP. Le bâtiment concerné par cette mise aux normes est le centre de rencontre situé 1 rue du Valois. Ce programme de travaux vise à rendre accessibles ces bâtiments aux personnes à mobilité réduite dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais également au regard du décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, mais également des arrêtés du 1er août 2006, du 21 mars 2007 relatif aux constructions et ERP existants. Les principales actions sont les suivantes. Réfection complète des 2 blocs sanitaires pour mise aux normes, remplacement des blocs portes, création des rampes d'accès extérieur, modification de circulation pour mise en conformité. Donc, il vous est appelé à voter. Des oppositions, des abstentions?
abstentions, il en est ainsi décidé. Même délibération pour la maison crailloise des associations. Donc, afin de répondre aux obligations d'accessibilité des bâtiments faisant partie du cadre bâti existant, la commune de Creil envisage la mise en accessibilité de divers bâtiments classés ERP. Le bâtiment concerné par cette mise aux normes est la maison crailloise des associations, située 11 rue des Ironval. Donc, les principales actions à mener sont les suivantes. Remplacement des blocs-portes, modification de sanitaires, accessibilité de la salle de spectacle, création de sanitaires adaptés, installation d'un ascenseur au 3e niveau. Sur 3 niveaux. Il vous est appelé à voter. Merci, Madame Oyono. Y a-t-il des observations? Des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. Salle Voltaire, même délibération numéro 11, Madame Oyono, accessibilité. Afin de répondre aux obligations d'accessibilité des bâtiments faisant partie du cadre bâti existant, la commune de Creil envisage la mise en accessibilité de divers bâtiments classés ERP. Donc, le bâtiment concerné par cette mise aux normes est la salle Voltaire, située 39 rue Voltaire. Les principales actions sont les suivantes. Extension pour création de sanitaires adaptés, création d'une rampe d'accès extérieur, création d'une partie de stationnement adapté, oui, d'une place, autant pour moi, réfection de seuil, remplacement porte à double vantaux, remplacement de bloc-porte, réfection complète des sanitaires, pose de poignées, de tirage adapté. Donc vous êtes appelés à voter. Y a-t-il des observations? Des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. Délibération numéro 12, Centre de vacances Creil-Alpes, mise aux normes de la cuisine. Monsieur Cabaret. Merci, Monsieur le maire. La commune de Creil est donc propriétaire d'un centre de vacances Creil-Alpes situé à Arrache, en Haute-Savoie. On envisage de réaliser des travaux de mise aux normes de la cuisine du centre. Les espaces de cuisson, préparation, stockage de produits, plonge, ainsi que toutes les dispositions concernant l'hygiène et le principe de la marche en avant devront être modifiés afin de répondre aux normes actuelles. La réalisation de ces travaux est soumise à l'obligation de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'aménagement. En conséquence, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à déposer un dossier de demande d'autorisation d'aménagement en vue de la mise aux normes de la cuisine du centre de vacances Creil-Alpes à Arrache. Il vous est demandé par ailleurs d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter les subventions correspondantes à ce programme et de signer les différents documents nécessaires à cette démarche. Y a-t-il des observations? Des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Délibération numéro 13, musée Gallet-Juillet. En l'absence de Madame Carlier, Monsieur Florent Lelon. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc le point qui nous intéresse maintenant, c'est donc l'édition d'un petit guide des collections du musée Gallet-Juillet, donc que la ville souhaite éditer, que vous avez, donc vous en avez un exemplaire qui vous a été remis. Donc c'est un guide, vous pouvez le voir, il est richement illustré donc en photos des collections et de l'historique également du château fort de Creil et donc du musée, et il est donc de 64 pages, et il sera, nous comptons le diffuser à partir de la prochaine nuit des musées qui aura lieu le 17 mai prochain. Il vous est donc proposé la mise en vente du guide, donc de ce guide, à partir du 17 mai, et d'en fixer le prix de vente à 10 €. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Juste une petite question, c'est pour avoir une idée du prix de vente, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du coût d'impression? Est-ce que le projet vise à couvrir les frais? Monsieur... Parce que là déjà on a distribué 39 guides, ça fait 390 € là. Vous pouvez laisser le vôtre. Hein. Mais justement c'est ce que je compte faire, pour que ça reparte à la vente. Bien dommage. Oui. Mais si ça m'intéresse, j'irai l'acheter. Oui, non, mais ça peut être intéressant pour l'offrir à quelqu'un, pour faire de la pub pour Creil. Bien, on vous donnera l'information. Mais 10 €, on en a tiré 500, ça fait 5000, ça m'étonnerait qu'on couvre. Si vous avez un peu vos comptes de campagne en tête, ça m'étonnerait qu'on couvre. Oui, alors le Conseil général nous aide aussi pour l'édition de livres. Et certainement que le Conseil régional donne l'ouverture de subventions pour culture et tradition aussi, dans le cadre de l'opération. Mais on vous donnera ça.
Donc si j'ai bien compris, on fait ça à perte. Enfin, on va perdre de l'argent. On équilibre avec des subventions. Sûr. On vous donnera les chiffres. D'accord. Autorisation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé 14. Autorisation donnée à Monsieur le maire de déposer une déclaration préalable au titre du site inscrit concernant les travaux d'aménagement de l'île Saint-Maurice. Monsieur Belmont. Merci Monsieur le maire. L'île Saint-Maurice fait l'objet d'un projet d'aménagement paysager, de renforcement des berges et de requalification des équipements sportifs. Les travaux d'aménagement de l'île Saint-Maurice doivent démarrer fin août 2014. Or, l'île est un site inscrit par arrêté du 23 juin 1944. L'article L341-1 du Code de l'environnement précise que l'inscription d'un site entraîne l'obligation pour les intéressés réalisant des travaux de déposer une déclaration préalable 4 mois avant à l'administration. L'article R341-9 du Code de l'environnement précise que la déclaration préalable prévue par l'article L341-1 est adressée au préfet du département, qui recueille l'avis de l'architecte du bâtiment de France sur le projet. Il s'agit d'un avis simple. Les travaux d'aménagement de l'île Saint-Maurice doivent donc faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de l'Oise. Donc vous êtes appelés à voter. Autorisation donnée à Monsieur le maire de déposer un permis de construire. Monsieur Hassan Bouhaddi. Merci Monsieur le maire. Donc dans le cadre de la réhabilitation du club amical de tennis de Creil, situé rue de Verdun, la ville de Creil envisage de construire et de réaménager les locaux du club, d'y construire de nouveaux courts de tennis couverts et découverts et de pouvoir y accueillir le comité départemental de tennis de l'Oise. Donc les travaux concerneront la création de 2 cours couverts en terre battue et de 2 cours extérieurs supplémentaires, ainsi que l'aménagement de nouveaux locaux à la place du clubhouse et d'un parking de 40 places. Ce projet doit permettre de favoriser le développement de l'activité tennis dans de bonnes conditions, ainsi que l'accueil des pratiquants tout au long de l'année. La ville de Creil ainsi que le comité départemental de l'Oise de tennis s'associent dans le but d'améliorer certaines infrastructures existantes et aménager de nouveaux espaces. Donc, comme vient de dire Monsieur le maire, la réalisation de ces travaux est soumise à l'obligation du dépôt d'un dossier de demande de permis de construire. Voilà Monsieur le maire. Monsieur Bouhaddi, y a-t-il des questions? Monsieur Certain? Question rapide, là aussi, il n'y avait pas une évaluation des coûts de ces travaux? Si, il y a... Parce que c'est juste... Non, mais c'est dans les délits précédentes, et il y a... En ce moment, on en est où, Monsieur Cabaret? T'as les éléments? Eh ben, vas-y. Allez-y, Monsieur Bouhaddi va vous répondre. Je lui renvoie la balle. Très bien. Monsieur le maire, effectivement, l'estimation qui a été faite pour ces travaux se monte à 2 490 000 € hors taxes, dont pratiquement 75% de subventions. Oui, c'est une opération, si vous voulez, qui est intéressante dans la mesure où, bien sûr, le maître d'ouvrage, c'est la ville de Creil, mais nous travaillons en parfaite relation avec la Ligue de Picardie, le comité de district de l'Oise de tennis, et avec le conseil régional et le conseil général. Hein. Ce qui fait que nous avons des participations financières, même de la Ligue de Picardie. Hein. Et Monsieur le maire qui suivait ce dossier aussi dans la précédente mandature me signale que la fédération la fédération nationale nous verse aussi une petite somme de 51 000 € à première vue. Voilà, on pourra vous faire le détail, vous donner le détail de la, comment ça s'appelle, de l'opération. Voilà. Il faut qu'on note tout ce que vous devez nous donner, ou c'est quelqu'un derrière vous qui note tout ce qu'il doit nous donner? Tout le monde, mais c'est noté, c'est enregistré. Non mais les micros, c'est pas pour faire joli quand ça s'allume. C'est parce que c'est enregistré, et donc vous avez dû recevoir un DVD
qui enregistre tous les débats. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire de grossièreté quand les micros sont allumés. Voilà. Donc, si vous voulez, la participation de la ville sur cette opération est de 766 000 €. Voilà. Ce qui revient à donner les chiffres de monsieur Bouhaddi. On vient de me donner, si vous voulez, le coût de la publication est de 7 225 €, le guide. Et donc, nous avons les 5 000 € attendus de recettes, bon, moins une quarantaine de livres, et dedans, il faudra déduire les subventions que nous verse le Conseil général et le Conseil régional. Voilà. Donc, on devrait être pratiquement à l'équilibre, si ce n'est à l'équilibre même. Voilà, pour la 15. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Monsieur le maire, attendez, il y a une question. Ah bon? Ah bah écoutez, allez-y. Ah oui. Oui, bon, nous aurions juste voulu savoir si les subventions attribuées correspondaient aux sommes demandées par chaque école. Où? Attendez, on n'est pas encore au... Vous avez un temps d'avance. Pardon. Madame Stamilière, vous avez un temps d'avance. Délibération numéro 16, projet d'école. Mais, Monsieur Abadi. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, des subventions sont accordées aux écoles afin de financer les actions relatives à leurs projets. La ville cofinance ces actions avec d'autres partenaires en conditionnant la sélection et l'éligibilité des projets par leur conformité aux exigences de l'éducation nationale et l'envoi par chacune des écoles d'un bilan des projets de l'année précédente pour celles ayant perçu une subvention. Il vous est donc proposé d'allouer les subventions d'un montant total de 15 192 € aux écoles maternelles et élémentaires selon la répartition jointe à la présente délibération. La parole est à Madame Stamidjer. Je vous remercie et désolé de ma précipitation. Donc nous aurions aimé savoir si les subventions attribuées correspondaient aux subventions sollicitées par chaque école. Oh, non. Les écoles, si vous voulez, bon, d'une part, les écoles on ne peut pas parler de subvention de la ville au niveau des écoles, c'est la participation de la ville à certains projets. Il est clair qu'il faut multiplier par 3 ou 4 les demandes des écoles par rapport à... On vient financer la caisse des écoles, en fait. Voilà. Et après, les écoles font ce qu'elles veulent, mais nous, on vote d'une participation par projet. Mais c'est plus élevé, hein, les demandes sont beaucoup plus élevées. C'est comme les demandes de subvention des associations, elles sont toujours beaucoup plus élevées que ce qu'on accorde. La question était surtout posée dans le sens où il y a des subventions qui sont infimes par rapport au coût total du projet pour certaines écoles, alors que pour d'autres écoles, le montant du projet est moindre et la subvention est plus élevée. Donc c'était là pour savoir s'il y avait des critères, c'est tout. Non, il y a des critères. Voilà. Si vous voulez, il y a des critères. Alors je ne peux pas vous dire... Critères par enfant. Madame Capon a la parole puisqu'elle vient de me la couper. Critères par enfant, j'ai entendu. Non mais elle rentre aussi de vacances. Non, simplement, c'est que on est resté sur le fonctionnement habituel de l'année dernière et de l'année précédente, où nous avions fixé, en fonction donc du nombre d'enfants par classe, une somme par enfant. Et donc, c'est pour ça que quand il y a un projet qui concerne 30 enfants, il y a une somme moins importante que quand il y a un projet qui concerne toute l'école. Vous voyez ? Parce que parfois, c'est une sortie scolaire pour une classe. Parfois, c'est une sortie scolaire pour l'ensemble de l'école. Donc, il y a les 6 ou 7 classes qui partent. Donc, c'est pour ça que les sommes sont différentes. Mais normalement, c'est une somme, c'est la même somme par enfant. Je vous remercie. Oui, parce qu'on s'est aperçu, mais il y a très longtemps, il y a 7-8 ans, on s'est aperçu qu'on avait une inflation dans les projets et que les écoles, les enseignants, mais c'était certainement dans un souci pédagogique, utilisaient beaucoup des sites
qui étaient très éloignés et dont l'entrée était relativement chère. Et donc, si vous voulez, ils nous demandaient des sommes, alors que quelqu'un, une école qui va travailler sur le patrimoine de Creil, par exemple, et venir visiter le musée et la maison de la faïence, va pas dépenser beaucoup d'argent, mais elle met en valeur, les atouts de Creil, elle fait connaître Creil aux enfants, si vous voulez, et nous avons pensé que c'était pas normal d'inciter l'inflation des projets en termes de coûts, alors que les enfants, des fois, avec une sortie toute simple dans l'Oise ou à proximité, étaient aussi heureux et découvraient aussi bien les choses. Si vous voulez un exemple, je ne dis pas que le potager du Prince à Chantilly, et il ne faut pas aller le voir, au contraire, si on peut y aller, si vous pouvez y aller, allez le voir, mais l'entrée est horriblement chère. À côté d'une ferme école qu'il y a dans les environs, c'est un rapport de 1 à 10. Bon, voilà, c'est vrai, mais financer 30 entrées au plus l'encadrement au potager du Prince, on peut faire donc 10 fois plus d'enfants dans une ferme de découverte à côté de chez nous. C'est pas tout à fait le même service, mais quand même. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie mes chers collègues et à la prochaine séance et à la prochaine commission.